Merci beaucoup Isabelle de votre intervention et qui permet à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie de voir que d'une part il y a de la jurisprudence sur laquelle elle pourra s'appuyer pour analyser ses propres cas en Nouvelle-Calédonie et d'autre part que finalement l'autorité de la concurrence métropolitaine recherche quand même des solutions innovantes pour résoudre les problèmes de manière la plus pragmatique qui soit. Et je pense qu'effectivement, c'est notamment dans le cadre des procédures d'engagement, par exemple, qu'on peut imaginer une négociation avec les entreprises pour résoudre les problèmes le plus rapidement possible, au bénéfice de tous, en fait. L'intérêt de cette procédure d'engagement étant effectivement d'éviter la sanction, mais de résoudre immédiatement le problème. Donc ça implique, de ce point de vue-là, si je comprends bien, une démarche quand même positive de l'entreprise dès qu'elle comprend que l'autorité de la concurrence a quelque chose à lui reprocher. Je vous propose d'entamer le débat avec Isabelle immédiatement. Donc, ma première question peut-être sera de savoir si, dans le cadre, par exemple, des analyses des accords exclusifs d'importation, il y a eu des arguments mis en avant pour justifier l'accord et pourquoi, éventuellement, l'autorité ne les a pas retenus. Alors, tout à fait. Donc, c'est un argument qui a été invoqué notamment dans l'affaire des termites, puisque la société a tenté de mettre en avant l'exonération qui peut exister à des accords d'importation exclusive lorsqu'il y a un bénéfice pour le consommateur. Donc, notre décision a été contestée devant la Cour d'appel, donc ça donnera lieu à jurisprudence. Nous avions estimé que finalement la société ne démontrait aucun bénéfice spécifique à l'importation exclusive. Donc voilà, l'argument a été avancé. Nous n'avons pas vu de notre côté de quelconque démonstration d'un bénéfice justifiant cet accord d'importation exclusive. Alors, dans la décision que j'ai mentionnée citant Wallis et Futuna, il y a eu un autre débat qui était que l'entreprise importatrice a tenté de nous démontrer qu'en réalité, il n'y avait pas d'exclusivité, que c'était juste une situation de fait et que finalement, elle n'y était pour rien si elle était la seule importatrice à Wallis et Futuna. Donc, là encore, nous avons fait une appréciation des pièces du dossier, notamment des documents qui montraient, selon nous, qu'en réalité, l'entreprise cherchait bien à maintenir une exclusivité, alors même que certains distributeurs auraient souhaité avoir d'autres importateurs. Donc là aussi, nous avons fait une appréciation factuelle et nous verrons ce qu'en pensera la Cour d'appel. Et alors, peut-être un commentaire sur effectivement l'importance de l'innovation et de chercher des solutions. Il y a un autre avis qui me paraît important qu'on a rendu l'année dernière, qui était celui sur les matériaux de construction, notamment à La Réunion et à Mayotte, puisque nous avions été saisis de le fait que les matériaux de construction sont très élevés et que ça a des implications sociales fortes, puisque les personnes qui veulent construire leur maison, ça leur coûte extrêmement cher, alors qu'il y a un problème d'accès à l'équipement immobilier. Et là, l'une des raisons que nous avons trouvées à ces surcoûts, c'est les normes de construction. Donc ça, c'était intéressant de voir qu'à La Réunion et à Mayotte, on applique les mêmes règles de construction que en métropole, alors même que les problématiques climatiques ne sont pas du tout identiques, qu'il peut y avoir un habitat spécifique. Donc l'une des propositions que nous avons faites pour empêcher ces surcoûts, c'est d'avoir une réglementation spécifique, peut-être adaptée au climat qui est différent. Donc ça pose un peu un problème de principe, puisque certains considèrent que la réglementation doit être absolument identique sur tout le territoire et qu'il ne faut pas avoir de déclinaison locale. Nous pensons que ça peut être une voie à explorer. De même, le sujet de l'importation du ciment est apparu comme un élément très important des surcoûts, puisque dans le développement d'importation d'autres régions proches de La Réunion et de Mayotte avait permis d'avoir l'accès à un ciment beaucoup moins cher, et donc là encore un impact très fort sur le prix global de la construction. Donc, on essaye vraiment de décomposer tous les éléments de construction du prix pour voir où est-ce qu'on peut agir pour baisser les prix au global. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à destination d'Isabelle de Silva et de la jurisprudence dans les dom-tom? Oui, Françoise Carjean, UFC. Le micro arrive. Oui, merci. J'avais deux questions. La première, c'est pour la mise en évidence des dispositifs d'importation exclusifs. Est-ce que vous vous êtes autosaisi? Est-ce qu'on vous a alerté et
qui, entre guillemets, vous a alerté? Et ma deuxième question, c'est dans le cas d'une intégration verticale, hein, donc c'est le distributeur qui est également l'importateur, la centrale d'achat, etc. Est-ce qu'il y a des difficultés à mettre en œuvre, effectivement, qu'il y a une intégration verticale? Et est-ce que le fait qu'on soit dans le Pacifique avec des pays voisins comme l'Australie ou le Vanuatu, avec lequel on n'a pas forcément de convention de coopération, par exemple fiscale, peut créer des problèmes particuliers qui pourraient être insurmontables de l'autre côté en l'état actuel? Alors, sur les accords d'importation exclusive, mon sentiment, c'est qu'il y en a sans doute beaucoup qui existent, mais qui ne sont pas toujours écrits noir sur blanc, et qui sont un peu de facto. Donc, pour cette action Outre-mer, nous nous appuyons beaucoup sur le réseau local de la DGCCRF, puisque eux sont sur les territoires au quotidien, ce qui n'est pas notre cas. Donc, il arrive fréquemment qu'ils nous saisissent et qu'ils nous transmettent des informations. Par ailleurs, nous avons mis en place une certaine stratégie de sanctions, puisque vous évoquiez tout à l'heure le montant de sanctions. Les premières sanctions que nous avons infligées étaient d'un montant très faible, parce qu'on estimait que c'était une nouvelle loi, qu'il fallait que chacun en prenne connaissance, et que ce qui avait été autorisé pendant des années devenait interdit. Donc, c'était pas si évident d'appliquer ces nouvelles façons de faire. Donc, les premières décisions, des sanctions très faibles, et puis des transactions. Et puis, au bout d'un moment, nous avons dit maintenant, il faut mettre des sanctions plus fortes. D'ailleurs, c'était amusant parce que certains avocats nous ont dit « mais au début, vous mettiez des petites sanctions, donc pourquoi est-ce que vous changez ?» On considérait que ça allait toujours rester des petites sanctions. On a dit « bah non, maintenant ça change. » Et maintenant que ça fait quand même la loi plus ancienne, on va monter le montant des sanctions. Là, je dirais qu'il y a un apprentissage aussi culturel à faire, de dire que ces pratiques changent. Et pour répondre à votre question, des fois, les entreprises n'ont pas forcément la conscience qu'elles peuvent nous saisir, parce qu'elles ont toujours connu ça. Et voilà, donc je pense que ces réflexes doivent aussi se développer. Alors après, sur la question des importations, on voit que c'est l'un des facteurs souvent de baisse de prix, qui est d'inclure ces territoires dans leur économie locale. Alors avec parfois des problèmes de normes, hein, comme je citais le cas des matériaux de construction. Il est clair que si demain on change les règles pour les matériaux de construction, tout d'un coup il y a des importations très proches qui vont devenir possibles et qui vont permettre de baisser très sensiblement les prix. Donc on croit qu'il y a beaucoup des réponses qui peuvent être liées au développement des flux de commerce locaux. Pour faire aussi jouer la concurrence et puis accéder à des produits qui sont moins chers parce qu'il y a moins de distance à faire. Quand on est dans l'océan Indien et qu'il y a des pays tout proches, ça va coûter moins cher que de faire venir tel et tel produit de métropole. Donc ça, c'est une piste qui nous semble intéressante. Alors, pour le sujet de la chaîne d'intégration verticale, c'est vrai que il nous semble qu'il y a un vrai souci lorsque une entreprise est à la fois importateur et distributeur. Donc, il ne faut pas dire que c'est interdit dans tous les cas. Bon, on ne va pas dire que ça sera toujours interdit maintenant. En revanche, il y a des cas où il faut des précautions qui soient prises pour que celui qui est importateur n'abuse pas de sa position pour se favoriser en tant que distributeur. Donc, c'est le cas que je mentionnais de GBH, qui faisait suite d'ailleurs à une autre décision de 2011 dans laquelle GBH avait déjà pris des engagements similaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tony Dupré, le micro est juste derrière. Oui, merci. Récemment, la ministre des Dom-Tom, Mme Girardin, s'est exprimée donc sur la vie chère dans l'outre-mer. Elle a même dit que ça devait devenir une priorité nationale. Et je crois que d'ailleurs, elle vous a saisi pour que vous rendiez un avis sur la grande distribution des produits de grande consommation en outre-mer. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie sera concernée par cet avis? Et est-ce que, tout à l'heure, vous avez évoqué donc le délégué qui a été nommé. Est-ce qu'on aura aussi l'honneur de sa visite? Alors, notre avis ne porte pas sur la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie du fait que maintenant des autorités compétentes existent dans ces territoires. En revanche, je crois qu'il pourra y avoir des leçons à tirer, des constats que nous ferons qui portent quand même sur toute une série de DOM assez variés. Et nous avons mis des gros moyens d'instruction pour investiguer ces questions. Il faut savoir que ce n'est pas facile, notamment sur le sujet des prix de grande consommation. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une insuffisance d'appareils statistiques pour savoir finalement comment se constituent les marges, puisque tout le monde a des idées et lance parfois des constats. Les marges, elles viennent de tel niveau, c'est la distribution, c'est l'importation. Mais quand on essaye d'objectiver les choses et de savoir finalement combien de pourcentage de marge y a-t-il à chaque niveau,
on n'a pas forcément les informations détaillées. Donc on va essayer, à la mesure de nos moyens, de creuser ce point pour essayer de donner des éléments objectifs, mais ça reste compliqué, surtout quand on traite plusieurs marchés à la fois. Alors sur le délégué, de même à ma connaissance, je ne crois pas qu'il soit compétent sur la Nouvelle-Calédonie, mais bon, peut-être qu'il pourra venir vous rendre visite quand il rendra ses propres conclusions. En tout cas, ce qu'on a senti, c'est que le sujet de la concurrence en Outre-mer était perçu comme l'un des outils pour résoudre ces problèmes de vie chère. Alors, c'est des sujets compliqués qui reviennent. Et bon, par exemple, on voit sur le prix des carburants, il n'y a pas de solution très évidente. Mais le gouvernement est prêt à regarder vraiment toutes les solutions. Et selon les cas, nous croyons beaucoup à l'utilisation de tous les outils. Quand il y a des pratiques abusives, et nous avons des cas à l'instruction sur certaines pratiques abusives, il faut utiliser cet outil. Quand on trouve des mesures structurelles, comme changer la réglementation, il faut le faire. Et nous croyons aussi, bien sûr, beaucoup au développement de la concurrence. Alors, j'y ai pas pensé ce matin quand la question m'a été posée sur la vente en ligne, mais nous avons vu que dans un certain nombre de territoires, le recours à la vente en ligne rencontrait des obstacles. Par exemple, parce qu'il y a des pays dans les Antilles, il y a parfois des problèmes d'adressage ou c'est compliqué de se faire livrer des paquets. Et voilà, il y a toute une série de freins. Or, ça peut, dans certains cas, être une réponse en créant une alternative pour le consommateur, parce que il aura peut-être envie d'acheter tel ou tel produit qu'il ne trouve pas sur place et qui pourra par ailleurs être moins cher. Donc, nous allons voir aussi s'il n'y a pas des obstacles à la vente en ligne. Comme l'un des outils, c'est pas non plus forcément la panacée, mais un outil qui mérite d'être creusé pour certains produits qu'on a du mal à trouver sur place. Et on nous a cité des exemples, par exemple en matière informatique. Il y avait des vrais problèmes d'accès à certains produits. Alors, je rebondis simplement sur la question de la compétence, d'une part sur l'examen et des conditions d'importation en Nouvelle-Calédonie. En fait, l'autorité de la concurrence, vous l'avez dit tout à l'heure, avait fait un constat en 2012. En réalité, la situation n'a pas changé depuis 2012 en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il n'y a pas eu d'autorité de la concurrence entre-temps qui est arrivée pour essayer de faire avancer, en tout cas de stimuler davantage la concurrence par les moyens qui lui sont accordés. Donc, en tout cas, nous, c'est sûr qu'on s'inspirera nécessairement de l'avis de l'autorité métropolitaine, et puis surtout qu'on aura des échanges avec les équipes, en fait, dans le cadre d'éventuelles instructions entre nos équipes d'instruction ici en Calédonie et puis les équipes métropolitaines, pour savoir quels outils ils ont utilisés, éventuellement s'ils ont utilisé des modèles j'en sais rien, économétriques ou informatiques, est-ce qu'ils peuvent nous les mettre à disposition? Et comme la coopération fonctionne assez bien, on aura davantage d'outils du coup pour avancer sur ce sujet. Sur le délégué Outre-mer, il se trouve que comme j'étais à Paris début janvier, j'en ai profité pour aller le rencontrer. Et je lui ai indiqué qu'on avait effectivement des problématiques communes entre la Nouvelle-Calédonie et les autres dom-tom. Donc, on a convenu de rester en relation et effectivement d'échanger sur les solutions que lui-même envisagerait ou que nous-mêmes on pourrait apporter. En tout cas, là aussi, il y a un échange et un contact soutenu avec ce qui est fait au niveau métropolitain pour les territoires ultramarins. Le micro fonctionne plus ? Un, deux. Du coup, on va donner la parole à Frédéric Pratelli, donc syndicat des commerçants, et on la reprendra après. Non, c'est juste, Frédéric, excuse-moi, juste pour compléter, parce que la synergie dans le dom-tom sera importante, elle est importante, elle sera importante, dans la mesure où j'ai vu qu'il prévoyait, par exemple, à la Réunion, concernant donc les protections de marché, pour les contreparties, de mettre en place un compteur emploi, qui, je pense, nous intéresserait fortement sur le territoire, nous aussi. Donc je pense que c'est important de pouvoir échanger, de voir un peu tous ces avis, quoi. Oui, je pense que c'est une bonne idée aussi de le mettre en relation du coup avec la DAE, puisque c'est la DAE qui aura en charge le contrôle de la mise en œuvre des engagements sur les protections de marché et pas l'autorité de la concurrence. Mais vous avez raison, je pense que ce sont des outils qui sont probablement duplicables si jamais ils sont effectivement mis en œuvre.
Et parmi les outils, je ne sais pas si nous les retiendrons ou pas dans notre avis, mais Erika Barretz, qui a visité l'autorité de la concurrence récemment, alors elle croit beaucoup à tout ce qui est l'objectivation des prix. Alors elle, ce qu'elle propose, c'est aussi un mécanisme de suivi des tickets des consommateurs dans les supermarchés pour être plus au clair sur finalement comment est-ce que les prix évoluent. Parce que voilà, parmi les choses que l'on entend sans qu'on puisse forcément le démontrer, il y a l'idée qu'il n'y aurait pas assez de concurrence, par exemple sur les promotions entre les différents supermarchés, parce que les uns et les autres s'entendraient pour faire des promotions tournantes, ou alors des promotions sont annoncées, et puis quand on arrive dans le supermarché, il n'y a plus le produit, et donc voilà, le consommateur ne s'y retrouve pas forcément. Donc il y a beaucoup de thèmes, et puis le point que je citais tout à l'heure, pas forcément tous les éléments statistiques très pointus, donc ce qui peut rendre l'analyse plus difficile. Mais voilà, ce qu'on veut vraiment, c'est à chaque fois trouver, lorsqu'il y a surpris, essayer d'objectiver les raisons du surpris, parce que parfois il y a des vraies raisons au surpris, et voilà, tout surpris n'est pas nécessairement illégitime, mais il y a parfois peut-être certains opérateurs qui récupèrent une marge sans que ce soit à la hauteur de leurs efforts ou de leurs investissements et que ce soit justifié. Du coup, la parole est à Frédéric Fratelli. Merci. Non, c'était pour rebondir effectivement sur la notion de fret et d'acheminement des marchandises. On a connu en Calédonie l'arrêt d'un opérateur maritime qui était Seatrade, qui a arrêté l'année dernière. Donc on se retrouve avec 2 compagnies maritimes uniquement. Donc on imagine que être à 2, c'est plus facile que d'être à 3 dans ce type de métier. Qu'effectivement on entend là, ce que vous disiez sur le fait de pouvoir concéder de la place à un nouvel opérateur en partageant ou en ayant des navires qui sont partagés. La question, elle s'adresse évidemment à l'autorité de Nouvelle-Calédonie aussi. Est-ce qu'on pourrait imaginer une autosaisine sur ces sujets-là, notamment sur le fret maritime? On est aussi en monopole sur le fret aérien, notamment sur le fret aérien concernant les produits frais, puisque aujourd'hui c'est Air France qui achemine pratiquement de bout en bout, même si c'est lui qui gère en fait les coûts d'acheminement de bout en bout, puisque Air Canada ne fait que prêter ses soutes, mais c'est Air France qui gère aujourd'hui la totalité de la négociation de fret, et qu'aujourd'hui donc le fait qu'ils soient en monopole sur la destination évidemment n'incite pas à la concurrence sur les prix, et qu'aujourd'hui on a à l'inverse également sur les négociations qu'on peut avoir avec les opérateurs de fret, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement sur certains sites métropolitains maintenant qui veulent acheminer en Calédonie, alors pour le coup eux effacent complètement le coût de transport, puisque à partir d'un certain niveau de transaction, il n'y a plus de coût de transport pour acheminer les produits en Nouvelle-Calédonie, et qu'évidemment les opérateurs calédoniens n'ont pas du tout ces mêmes conditions-là, et donc on se retrouve vis-à-vis de ces opérateurs internationaux, qu'ils soient chinois ou américains, une distorsion de concurrence par rapport à ce que nous on peut négocier avec les opérateurs de fret, et donc ça nous pose des problèmes aujourd'hui dans cette compétition internationale. Donc l'idée c'est est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'avoir une autosaisine de l'autorité calédonienne pour parler de ce fret. Évidemment, les coûts d'accollage sont un élément important aussi en Calédonie, et qui constituent aussi des éléments qui renchérissent le coût de débarquement des marchandises. Et un dernier sujet aussi sur le coût d'acheminement, quand on parle des marchandises qui arrivent une fois qu'elles ont été dédouanées en Nouvelle-Calédonie, c'est le transport interne, puisque aujourd'hui, pour acheminer aux îles ou pour acheminer dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, on a des surcoûts qui sont très très importants, et pour le coup voilà, qui renchérissent le coût de la vie dans ces territoires, quoi. Donc l'idée c'est de peut-être, donc la question était de comment fait-on pour s'occuper de ces sujets de fret et de transport en Calédonie. Moi, je pense que j'invite le syndicat des commerçants à saisir officiellement l'autorité de la concurrence sur le sujet. Non, on pourrait s'autosaisir, mais je veux dire, ce serait intéressant, et je trouve que c'est toujours mieux que les entreprises qui sont directement impactées, que ce soit via leur fédération professionnelle ou directement s'impliquent dans la procédure devant l'autorité, parce qu'en fait, on a besoin d'avoir des éléments d'information, et c'est vous qui les avez en réalité, parce que vous savez comment fonctionne le marché. Donc vous pouvez sans aucune difficulté préparer une saisine pour avis de l'autorité, et elle la traitera, alors évidemment avec les moyens qu'elle a, et selon les priorités obligatoires, contentieuses, pas contentieuses, etc. Mais enfin, en tout cas, elle la traitera. Et on s'inspirera effectivement, par ailleurs, des outils techniques qu'aurait pu mettre en œuvre l'autorité métropolitaine pour évaluer ce genre de problématiques. Donc,
pas de difficulté de ce point de vue-là pour que la Nouvelle-Calédonie traite ce sujet. Pour réagir, je pense effectivement que le sujet du transport, il est vraiment structurant et souvent compliqué. Parfois, avec le même nombre d'opérateurs, on peut avoir une concurrence plus ou moins effective. Alors, je pense à un exemple qui a donné lieu à beaucoup de contentieux divers et variés, qui était la desserte de la Corse, voilà, pour les passagers et aussi pour les entreprises, parce que voilà, pendant longtemps, il y a eu la SNCM, et puis il y a eu un concurrent italien qui arrivait avec beaucoup de difficultés. Et non seulement l'arrivée du concurrent italien Corsica Ferries a animé la concurrence, mais ça n'a pas suffi. Il a fallu qu'il y ait un certain nombre de décisions qui soient prises pour que concrètement, ils puissent animer la concurrence en ayant accès, voilà, au port dans des conditions équitables. Donc, parfois, au-delà du nombre d'opérateurs, pour que la concurrence se vive, il faut peut-être intervenir de plus près pour voir quels sont les freins. Et en tout cas, dans ce cas-là, on a vu qu'il y avait des baisses de prix très significatives qui en ont découlé. Et un autre exemple que nous avons constaté, c'est parfois, alors il y a les frais d'accollage, parfois il y a des blocages qui sont à côté du port, les locaux disponibles ou pas pour développer une activité de grossiste ou autre. Et donc on a des instructions en cours qui portent sur des comportements qui pourraient être des sortes de freins à l'accès aux installations portuaires. Donc c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes et il faut un peu instruire de près pour trouver des solutions. Et après, c'est là où je pense qu'il faut vraiment une instruction détaillée au cas par cas, parce que chaque cas est spécifique. Je pense au cas de CMA-CGM que je décrivais tout à l'heure, où là, tout découle beaucoup aussi de l'organisation du transport de la banane qui part des Antilles pour rejoindre la métropole dans des navires spécifiques réfrigérés. Et donc tout le sujet, c'est comment remplir ces bateaux avec quelque chose quand ils repartent dans les Antilles. Donc c'est souvent, je trouve, effectivement des sujets importants, mais qui nécessitent d'avoir du temps pour creuser et trouver les bonnes solutions adaptées. Est-ce qu'il y a encore une question là-bas de... Merci beaucoup. Bonjour, Frédéric Descombes, avocat. Déjà, je profite de prendre le micro pour souhaiter un bon anniversaire à l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie, avec qui nous avons eu pas mal d'échanges sur pas mal de dossiers. J'avais juste, pour pouvoir rebondir, vous avez bien fait, effectivement, Madame la Présidente, d'évoquer cette décision sur Wallis qui est importante, et j'invite effectivement les opérateurs de Nouvelle-Calédonie, les opérateurs économiques, à prendre connaissance de cette décision qui est importante. Pour répondre d'ailleurs à la question qui vous a été posée tout à l'heure, effectivement, je ne suis pas sûr qu'il ait été répondu, mais ça n'est pas une autosaisine, c'est effectivement une saisine d'un opérateur économique à Wallis. Effectivement, cette décision fait l'objet d'une procédure devant la Cour d'appel. Et je rebondissais là-dessus pour peut-être vous poser une question et que nous puissions débattre et informer l'auditoire sur la question de savoir... Alors ça s'adresse aussi bien à l'autorité nationale qu'à l'autorité locale. À partir du moment où effectivement vous êtes saisi, soit en autosaisine, soit en saisine directe par un opérateur économique d'une question d'accord exclusif d'importation, certes il y a une instruction qui est faite donc auprès avec le concours du plaignant et puis auprès de l'opérateur concerné. Mais la question qui se pose, c'est quelle est effectivement votre capacité, à la fois juridique et également en termes humains, de pouvoir intervenir auprès d'opérateurs, de fournisseurs étrangers qui fournissent et donc qui, quelque part, se rendent complices effectivement de la violation de l'interdiction d'exclusivité. Et quelle est la possibilité d'intervention, sachant que nous avons surtout des fournisseurs évidemment étrangers, Nouvelle-Zélande, l'Australie. Donc quelle est votre possibilité d'intervention, capacité juridique? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une possibilité également de sanction de ces fournisseurs étrangers qui participent effectivement à la violation de l'interdiction, et notamment au travers, je ne sais pas, peut-être de filiales ou d'établissements qu'il y aurait sur le territoire national, et en particulier en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc l'opérateur local, certes, est sanctionné, c'est bien normal, mais quid de l'opérateur étranger? C'est une question tout à fait intéressante. Alors, pour le moment, à chaque instruction, finalement, on a souvent le choix de dire est-ce que je poursuis seulement un petit noyau dur d'entreprise ou est-ce que je vise plus large. De même, parfois, quand il y a des cartels, voilà, on saisit 5 ou 6 entreprises, sachant qu'il y en a peut-être d'autres, mais où les preuves seront plus difficiles à obtenir. Donc ça, c'est
Il y a vraiment un choix d'instruction pure qui est, voilà, il n'y a jamais d'obligation de poursuivre toutes les entreprises potentiellement coupables. Après, il y a des choix de proportionnalité des moyens. Donc, pour les accords d'importation exclusive, le choix a été fait jusqu'à présent d'essayer de saisir l'opérateur principalement actif, donc plutôt l'importateur. Il y a un vrai débat sur est-ce que la responsabilité de celui qui donne ses produits à cet importateur peut ou non être saisie. Voilà, c'est un peu une appréciation d'espèce à faire. Et dans le cas de Wallis, comme d'ailleurs dans d'autres instructions que nous avons eu des actes d'instruction à faire à l'étranger. Voilà, et donc nous avons dû obtenir des informations venant d'autres ressorts géographiques. Alors, selon les cas, c'est variable. Il y a des zones géographiques où on a vraiment un accord de coopération bilatérale très poussé avec, par exemple, une autre autorité qui va faire les actes d'instruction pour nous. Parfois, on peut se débrouiller avec un dispositif plus léger, donc c'est assez variable. C'est sûr que c'est toujours plus compliqué quand voilà, on doit investiguer sur des territoires qui sont pas français. Et c'est l'une des difficultés de ce type d'instruction. Donc, pour répondre à votre question, voilà, peut-être un point d'interrogation sur est-ce qu'il y a un risque, par exemple, à une entreprise qui passerait par un importateur exclusif. Je dirais qu'il y a un élément qui serait aussi quelle est sa connaissance et sa marge de manœuvre face à ce type de pratique. On essaye toujours d'aller poursuivre l'entreprise qui est quand même la plus responsable, et ça dépend des dossiers. Et pour vous donner un exemple, il y a des cartels où on va aller saisir aussi le syndicat professionnel qui s'est prêté au cartel. Il y a d'autres dossiers où la responsabilité du syndicat professionnel elle est un peu plus distante, et donc on ne le met pas dans la cause parce qu'on a le sentiment qu'il n'était pas le plus directement actif. Donc c'est vraiment une appréciation au cas par cas. Il y a un point important que je voulais dire sur la question de la saisine, parce que c'est vrai que c'est toujours beaucoup plus facile pour l'autorité d'agir lorsque une entreprise qui est victime ou qui connaît des pratiques vient, saisit et peut donner des éléments de preuve. Il arrive aussi, c'est toujours intéressant qu'une entreprise nous donne des informations, même de façon un peu anonyme, en disant je ne peux pas vous saisir officiellement parce que j'ai peur de mesures de rétorsion. Ou voilà. Ça peut permettre de commencer à creuser un sujet et parfois même d'agir. Donc je dis ça un peu c'est pas quelque chose qui se traduira ensuite forcément dans la décision, mais ça peut être utile pour l'autorité d'avoir des éléments d'information, et peut-être qu'elle peut avoir d'autres éléments qui peuvent conduire à mener des enquêtes même s'il n'y a pas un saisissant. En revanche, c'est toujours beaucoup plus facile de démontrer des pratiques lorsqu'on a un saisissant qui va apporter des éléments de preuve. Et ça bien sûr, c'est la situation la plus favorable. Alors, je voudrais juste compléter la réponse d'Isabelle de Silva par rapport à votre question. Donc, l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, depuis qu'elle est arrivée, a déjà interrogé à la fois le consulat de Nouvelle-Zélande et le consulat d'Australie sur les conventions d'entraide en matière juridique pour savoir de quelle manière nos décisions pourraient être éventuellement exécutoires dans ces territoires. Parce que là où il n'y a absolument aucun doute, c'est que des pratiques qui sont mises en œuvre par des entreprises étrangères sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie sont susceptibles d'être sanctionnées par l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie. Ce qui compte ici, c'est l'effet de la pratique ou l'effet potentiel de la pratique sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, et pas du tout l'origine de l'entreprise qui la met en œuvre. J'ai donc obtenu les conventions d'entraide, mais alors elles sont très anciennes en réalité. Je vois de collègues des consulats à côté de nous. Du coup, j'ai interrogé le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Justice sur cette question, et j'attends le retour en réalité du ministère de la Justice pour savoir si, en ce qui concerne des sanctions administratives, les conventions d'entraide pénale sont applicables ou pas. Puisque nous appliquons des sanctions administratives. Il n'y a pas de difficulté sur l'exécution de décisions en matière pénale. Mais comme nous prononçons des sanctions administratives dans le cadre du contrôle de l'ordre public économique, en principe, ce sont les règles de la procédure pénale qui s'appliquent. Donc, moi, je considère qu'on devrait pouvoir rendre exécutoire la décision à l'étranger de la même manière que ça pourrait être le cas pour un délit. Mais je préfère attendre d'avoir la confirmation ou pas du ministère de la Justice sur ce point-là. Donc voilà, un point un peu juridique, mais un point important. J'avais quand même noté que dans la décision Wallis, vous aviez
obliger les bureaux d'achat qui sont situés en Australie et en Nouvelle-Zélande à informer les fournisseurs de la loi Lurel, en fait, c'est-à-dire de l'interdiction de procéder à des accords exclusifs dans les territoires ultramarins. Et je pense que ça peut avoir déjà un effet pédagogique pour éviter ce type de pratique. C'est vrai que de plus en plus, dans les décisions de sanctions, on essaye d'incorporer des mesures d'information, alors qu'ils peuvent passer par l'envoi de courriers ou parfois dans les contrats eux-mêmes. Je pense à une décision qu'on a prise récemment alors qu'il portait sur la distribution de vente en ligne et nous avons sanctionné Stihl, qui est un fabricant d'outils de jardin, dans lequel on lui a demandé d'informer aussi tous ces distributeurs des nouvelles règles, enfin en tout cas de la façon dont nous interprétions le droit de la concurrence au sujet de la vente en ligne. Donc là, c'est la partie de la décision qui est un peu de la pédagogie. Voilà, c'est pas un élément de la sanction pécuniaire, mais parfois ça peut être utile ou de prévoir des avis dans les journaux pour signaler telle ou telle décision. Et on essaye de plus en plus de prévoir un dispositif d'information large pour que tous les acteurs qu'on essaye de viser, au-delà de la seule entreprise sanctionnée, soient bien informés. Alors, je suis sûre qu'il y a des tas d'autres questions, mais ce que je vous propose, c'est de donner la parole tout de suite à Jacques Méraud pour qu'il nous présente son expérience à lui, et puis de revenir tout de suite après dans le débat, avec la possibilité pour, évidemment, la présidente de Silva de répondre aussi à ces questions. Et puis après, il y aura une petite pause, et ensuite, on passera à la quatrième volet de ce colloque, qui consiste à expliquer le rôle de l'avocat dans la procédure devant l'autorité de la concurrence et auprès des entreprises. Donc Jacques, nous te donnons la parole. Et peut-être une dernière question, sinon, à l'égard de Madame de Silva ou de la jurisprudence métropolitaine dans les DOM. Mathieu Bucheberger, membre non permanent de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup. Je me permettrai juste de poser une petite question sur les injonctions structurelles, parce que vous dites depuis 2012, elles s'appliquent dans les DOMCOM. Nous, elles s'appliquent depuis le début, depuis l'année dernière. Je voulais avoir votre avis sur quel bilan d'étape de cette mesure qui est particulièrement forte, mais qui finalement déçoit un peu les espérances, j'ai l'impression, et je voulais savoir quel bilan vous faisiez justement. Alors c'est un vrai sujet parce que c'est l'une des mesures les plus puissantes quand on regarde l'effet juridique et l'effet économique. Il faut constater que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de cas permettant de l'appliquer. Alors, on peut voir ça en considérant que c'est utile dans l'arsenal nucléaire d'avoir la bombe nucléaire, même si on ne l'utilise pas tous les jours. Donc ça peut être une façon de voir les choses. Est-ce qu'il y aura vraiment un cas qui nous permettra d'intervenir là-dessus? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est important quand on prévoit un dispositif juridique d'avoir des éléments de riposte graduée et de se dire, bon, peut-être qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un cas qui nous paraît convaincant, mais si demain, il y en a un, il faut pouvoir intervenir. Et pour vous donner un élément de comparaison, dans la directive qui vient d'être approuvée, qui porte sur le renforcement des autorités européennes de concurrence, donc ça, c'est une directive que nous allons transposer bientôt, il y a une clarification qui nous semble utile, qui prévoit que dans le droit européen de la concurrence, on peut avoir des injonctions structurelles lorsque c'est la seule façon de remédier à un abus. Ça, nous considérions que nous pouvions déjà le faire sur le terrain du droit national, mais il nous a semblé important qu'il y ait cette clarification, d'autant qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux types d'abus, notamment dans l'économie numérique, où on peut penser que demain, on va devoir imposer à Google, par exemple, de séparer certains des éléments de son activité. Donc, moi, je suis toujours partisane d'avoir beaucoup de choses dans la loi, même si on ne l'utilise pas immédiatement. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cas tout à fait évident. En même temps, je pense notamment aux Antilles, le débat sur la concentration de la distribution est très fort. Hein. La décision que j'ai citée tout à l'heure sur GBH, il y a eu un débat local, certains considérant que nous avions été trop laxistes d'autoriser ce rachat, mais voilà, est-ce qu'il faudra aller vers ce type de séparation un peu brutale d'opérateurs économiques? Je crois qu'on voit bien que c'est difficile, il y aura un problème de légitimité à aller dans ce sens-là. Donc je considère que c'est peut-être pas la priorité immédiate pour nous, parce que ça serait vraiment un risque juridique difficile de soutenir ça, mais c'est utile que ce soit dans le paysage, hein, au moins un peu comme menace pour les uns et pour les autres. Du coup, Jacques, nous te donnons la parole. J'ai un problème technique. J'arrive pas à faire défiler. Alors, Amaury va t'aider.
profitons-en. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Carjean, UFC. Est-ce que vous auriez un commentaire sur le droit de la concurrence et l'économie de partage? Alors, c'est vrai que moi, je relierais un peu ça à la thématique que j'abordais ce matin, qui sont les nouvelles formes économiques. Un peu la disruption. Alors, on a beaucoup parlé de Uber par rapport aux taxis, Airbnb par rapport aux hôtels. Et c'est vrai que parfois, il y a des nouveaux modes de partage ou de troc, ou Blablacar, par exemple, qui sont à côté de l'économie classique et des opérateurs commerciaux notamment. Donc, la position traditionnelle de l'autorité, c'est de dire qu'il faut donner leur chance aux nouvelles formes économiques et que, voilà, pas les interdire par principe, parce que parfois c'est un peu le réflexe, on l'a vu avec l'arrivée d'Uber et les taxis qui ont voulu vraiment l'interdire totalement, alors même que, moi, ce que je trouve intéressant souvent, c'est que ces innovations, elles sont tirées par le consommateur qui trouve son bénéfice, son avantage, et Blablacar, c'est une nouvelle façon de circuler, voilà, qui est pas on n'a pas non plus le même confort que quand on prend un transport classique. Donc, c'est vrai que nous entendons et nous échangeons beaucoup avec les acteurs qui nous disent parfois qu'ils estiment qu'il y a une concurrence déloyale. Donc, par exemple, les hôteliers vis-à-vis d'Airbnb qui nous disent nous, on a des normes d'immeubles recevant du public, des taxes, et Airbnb n'a rien de tout ça. Donc, il faut y être attentif. Il ne faut pas permettre qu'il y ait une forme de comportement de passagers clandestins avec des personnes qui font du Airbnb, alors qu'en fait, c'est des logeurs professionnels et que là, ils sont vraiment en concurrence déloyale avec les hôteliers. Donc, pour parler de l'économie de partage, on n'a pas encore de décision sur ce sujet-là. C'est plus souvent un sujet sur lequel on échange avec le gouvernement sur comment adapter les règles. Mais de façon générale, on pense qu'il ne faut pas avoir immédiatement le réflexe d'interdire ou de venir vouloir réglementer nécessairement. Et parfois, c'est pas mal de laisser un petit peu de temps à des nouvelles formes économiques pour se développer avant d'intervenir, pour pas aller trop réglementer ou prendre des mesures qui s'avèrent inappropriées, ce qui avait été le cas avec les VTC, puisqu'il a fallu finalement changer 4 fois la législation pour trouver les bonnes règles. Je ne sais pas si on a bien trouvé le bon équilibre.